Bonjour à tous, donc Laurent David, donc je suis heureux de vous accueillir en tant que facilitateur de la conférence Réussir votre transition d'une approche projet vers une approche produit, animée par Séverin Legras, Agile Organisation Expert à Rhapsody Conseil. Donc cette session sera enregistrée dans son intégralité, incluant vos questions ainsi que leurs réponses. Vos micros seront coupés durant toute la présentation. Pour poser vos questions, merci d'utiliser la section Q&R de l'outil Zoom. Nous aurons une présentation d'environ 40 minutes pour ensuite aborder les principales questions que vous aurez posées et que je reprendrai à l'oral. Avant de passer la parole à Séverin, nous remercions les sponsors Gold Michelin, Valence, MBCS, ZenValue ainsi que PMI France qui permettent l'existence de ces deux journées exceptionnelles. Maintenant, je laisse la parole à Séverin pour démarrer sa présentation. Merci beaucoup Laurent, bonjour à tous. Je vois un bonjour de Montréal, donc bonjour à nos amis québécois. Bonjour à tout le monde. Je vais commencer par me présenter. Je suis Séverin Legras, je suis consultant depuis un peu plus de 20 ans. Je travaille aujourd'hui chez Rhapsody Conseil depuis un peu plus de 7 ans où je dirige la practice agilité, projet et produits. À l'origine, moi, j'ai un parcours d'ingénieur, enfin une formation d'ingénieur, puis un parcours dans le conseil qui m'a conduit à réaliser beaucoup de pilotage de projets, notamment dans le début de ma carrière, plutôt des projets orientés autour de la transformation du système d'information. Et puis, à partir de 2009, il se trouve que pour la petite histoire, je rencontre quelques difficultés sur le projet sur lequel je travaille. Et j'ai été obligé finalement d'aller chercher des nouvelles pratiques, des nouvelles idées. Et c'est là que j'ai découvert l'agilité. Donc, j'ai basculé du côté agile depuis 2009 progressivement, d'abord dans un rôle de coach agile. Puis ensuite en accompagnement des entreprises vers des organisations plus agiles, des organisations produits, et également sur l'accompagnement managérial, qui est un élément fondamental pour la réussite de ce type de transformation. Alors la thématique aujourd'hui, on va parler approche projet, on va parler approche produit, on va parler transition vers les deux, puis on va aussi probablement parler d'une notion plus d'hybridation entre projet et produit. Pour démarrer, quelques chiffres, hein. On m'a dit qu'une bonne conférence démarre toujours par un chiffre. Dans le State of Agile Report 2022, donc qui est relativement récent, il y a quasiment la totalité des entreprises qui ont lancé une démarche autour de l'agilité. Ça veut dire que dans 96% des entreprises, il y a au moins une équipe qui fonctionne en mode agile. Mais quand on se penche un peu plus sur les statistiques, ben finalement, on a seulement 22% des entreprises qui indiquent que toutes leurs équipes fonctionnent en agile, et donc sont full agile, full produit. 4% aucune équipe, et donc un gros trois quarts qui sont entre deux, qui sont dans cette phase transitoire entre l'approche projet et l'approche produit. Et je voulais pour aborder cette thématique-là avec vous aujourd'hui, ben, je vous propose de partir d'un exemple concret qui est un client à moi, alors que je peux pas citer là ici parce qu'on est enregistré, mais peut-être vous le reconnaîtrez. Cet exemple d'entreprise, en fait, il s'agit d'une entreprise qui va être fondée dans un garage par deux frères en 1999 et qui traite des sujets d'infrastructure et d'hébergement de sites web. Au début, c'est une start-up, mais cette société, elle va très très vite se transformer en entreprise européenne de référence dès 2004, c'est-à-dire après à peine 5 ans d'existence, elle devient leader sur son marché. Et bien, comme de nombreuses startups, elle se construit sur le mythe du héros, c'est-à-dire que le mode de fonctionnement dans cette entreprise-là, ce sont des employés extrêmement polyvalents qui font un peu tout, qui touchent à tout, qui résolvent tous les problèmes et qui développent les produits. La difficulté que rencontre cette entreprise, ça va être justement de gérer sa croissance, parce que aujourd'hui, en 2024, c'est à peu près 2600 personnes dans le monde. Et pour gérer cette croissance, eh bien, il y a eu, il y a 5 6 ans, une première tentative
de mettre en place une approche agile dans cette organisation-là. Et malheureusement, enfin, j'en sais rien en fait si c'est malheureusement, mais en tous les cas, ça a été un échec au moment où ça a été fait, il y a 5 6 ans, pour plusieurs raisons. Un, probablement, c'était pas le bon moment. En tout cas, il n'y avait pas forcément tous les éléments nécessaires pour démarrer correctement. Probablement que l'approche de transformation vers l'agilité était pas la bonne ou de facto elle n'a pas fonctionné. Il y a eu probablement aussi un déficit de formation et de compréhension de ce qu'est vraiment l'agilité à tous les niveaux. Dans certaines conférences que vous avez pu suivre aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'échanges autour de faire de l'agilité et être agile, qui sont deux choses relativement différentes. Et effectivement, bah là, la tentative était plutôt orientée faire plutôt que être. Et visiblement, ça n'a pas pris. Comme c'est une entreprise qui a cette culture de la start-up, eh bien, il y a une tentative, ça fonctionne pas, du coup, on abandonne et on démarre quelque chose de nouveau. Et donc, à ce moment-là, pour faire face à cette phase de croissance toujours très soutenue, très intense, eh bien, l'entreprise s'est structurée autour d'une approche projet et autour de task force. Donc, il y avait la mise en œuvre d'un certain nombre d'événements standardisés, une méthodologie transverse autour des projets et des différentes phases de projet. La difficulté qui a été rencontrée, c'est que malgré cette structuration, eh bien, la qualité des produits, la qualité des interfaces clients n'était pas forcément satisfaisante. La collaboration entre les différentes équipes était compliquée également. Il était difficile d'avoir une déclinaison opérationnelle de la stratégie globale, ce qui faisait qu'en fait la stratégie se rapprochait beaucoup plus de l'opérationnel. Donc elle était formulée comme des objectifs opérationnels, elle changeait donc très fréquemment et il y avait un certain épuisement de la part des équipes techniques ou de delivery justement à avoir une stratégie qui change en permanence et des demandes qui sont parfois ambiguës et qui vont pas dans la même direction. Et puis, cette société ne faisant que grandir, il y avait vraiment besoin de sortir de ce mythe du héros du départ. Il y avait vraiment besoin d'industrialiser et de professionnaliser le delivery et les incréments de valeur qu'on allait pouvoir proposer à nos clients. Et donc, la nouvelle tentative de transformation agile date d'il y a un peu plus de 2 ans, et celle-ci est toujours en cours, et c'est une transformation que moi j'accompagne avec eux. Cette transformation, elle est intéressante parce que donc pour passer de l'approche projet à l'approche produit, on a identifié 4 axes sur lesquels on a décidé de travailler. Donc, fin 2021, c'est le début de l'initiative. On décide de transformer le mode de fonctionnement de cette entreprise et on va travailler sur ces 4 axes qui sont méthode, processus et outils, organisation et humain et que je vais décliner, juste après. Donc, si on regarde très concrètement, qu'est-ce qui a été fait sur l'axe méthode, par exemple, sur l'axe méthode, finalement, les premiers travaux, ça a été de discuter avec les gens qui avaient mis en place la méthodologie ou le framework de gestion de projet qui s'appelle 5D, 5D pour Discover, Define, Design, Develop, Deliver. Et l'idée, c'était de aligner une potentielle nouvelle approche méthodologique orientée produit, mais qu'elle soit toujours compatible avec les équipes qui allaient continuer à travailler sur cette approche projet. Rappelez-vous, hein, les 3 quarts d'entreprises qui sont dans cette phase transitoire. Donc il fallait gérer cette phase transitoire. Et on souhaitait surtout pas rentrer dans un modèle Big Bang où, à partir de demain, toutes les équipes fonctionnent en approche produit ou agile. Donc, un alignement, une bonne compréhension du framework de gestion de projet existant et finalement des travaux en parallèle pour décrire un framework orienté agile et produit. Ce framework, il va s'inspirer de certains frameworks d'agilité à l'échelle, dont SAFe, mais on n'est pas du tout dans une implémentation de SAFe by the book. Déjà, je suis à peu près convaincu qu'une implémentation by the book, ça n'existe pas et où ça ne peut pas fonctionner. Mais là, l'idée, c'était de dire,
On va utiliser Safe comme un framework au sens boîte à outils, cadre, global, et on va utiliser les pratiques qui nous paraissent intéressantes issues de Safe, et on va les compléter avec d'autres pratiques qui peuvent venir d'ailleurs. La couche principale qui a été utilisée de Safe, c'est la couche stratégique d'agilité à l'échelle. Donc, c'est celle qui va être tout en haut au niveau de la déclinaison des axes stratégiques et de l'organisation, de la gouvernance de l'entreprise pour prendre de meilleures décisions, notamment sur le sujet de la priorisation. On verra plus tard quand on tirera le bilan que potentiellement tout n'a pas été fait complètement ou dans le bon ordre pour aller mettre en place des éléments d'agilité à l'échelle, puisque à ce moment-là, dès le début, il y a des initiatives autour de lancement de certains trains. Donc les trains, c'est une échelle un peu plus opérationnelle, c'est une équipe d'équipes. Et comme les équipes elles-mêmes n'étaient pas forcément agiles, eh bien, ça n'a pas toujours fonctionné. Et donc, c'est le troisième volet sur lequel on a travaillé au niveau méthodologique, vraiment dans une approche test and learn, hein. On a tenté des choses, on a récupéré des feedbacks, ça nous a permis d'améliorer le dispositif d'accompagnement. Eh bien, l'idée, ça a été de mettre en place des méthodes ou des mécaniques, pardon, d'accompagnement des équipes sur le terrain avec des coachs agiles, avec des Scrum Masters pour poser les bases de l'agilité et essayer d'avoir finalement des équipes qui démarrent avec ou qui travaillent avec le même niveau de compréhension et d'implémentation de l'agilité. Chez ce client-là, il a été décidé que chaque équipe avait la liberté de choisir son propre framework d'agilité. Donc, il y a des équipes qui sont plutôt parties sur Scrum, des équipes qui sont plutôt parties sur Kanban. Le rôle des coachs agiles, qui étaient en transverse du programme de transformation, bah, c'était peut-être d'aiguiller, d'aider les entreprises, les équipes, pardon, à identifier la bonne approche méthodologique ou le bon framework à partir duquel s'inspirer. Donc, premier élément, on travaille sur les méthodes, on discute avec les gens qui ont déjà mis en place les méthodes qui existaient déjà dans l'entreprise, on définit quelles sont les briques d'agilité à l'échelle qu'on a envie d'implémenter dans le périmètre et on accompagne sur le terrain au niveau des équipes. Ça, c'est le premier axe de transformation. Sur le deuxième axe de transformation au niveau processus et outils, bah, sur l'axe processus, ce qui est très intéressant, notamment dans l'approche SAFe, c'est la dimension chaîne de valeur. Donc, il y a eu tout un travail fait autour de la définition des chaînes de valeur ou des macro-chaînes de valeur pour découper l'ensemble des fonctionnalités rendues à l'utilisateur, hein, qu'il soit client externe ou client interne. Donc l'ensemble des fonctionnalités distribuées en direction des clients et des utilisateurs euh, pour catégoriser finalement l'ensemble de ces fonctionnalités dans un certain nombre de chaînes de valeur. Et donc le résultat, ça a été d'identifier 5 macro-chaînes de valeur qui regroupent l'intégralité de l'activité de ce client-là. Et l'objectif autour de ces macro-chaînes de valeur, il y en a plusieurs, c'est clarifier un petit peu les processus et les harmoniser, et notamment harmoniser le processus de delivery pour qu'il soit relativement identique à l'intérieur de ces différentes chaînes de valeur, qui vont regrouper donc l'ensemble des directions métiers et des directions IT. C'est également finalement de pouvoir mieux prioriser et mieux allouer des ressources, au sens des ressources financières, hein, des budgets, sur tel ou tel enjeu métier lié à la chaîne de valeur et au client final derrière cette chaîne de valeur. Le deuxième élément autour de processus et outils, pardon, de la transformation autour des processus et des outils, eh bien, c'est, après les processus, c'est la mise en œuvre d'un outillage transversal. Donc, les deux gros outils qui ont été utilisés et déployés, ça a été Jira, enfin, en gros, la suite Atlassian, hein, avec Confluence plus Jira. Donc, plutôt à l'échelle des équipes dans un premier temps. Puis, Iobeya
comme outil de tableau blanc virtuel pour gérer notamment l'animation des moments de synchronisation, qui dans Safe s'appelle PI Planning, qu'on appelle enfin, Sync dans cette entreprise-là et au niveau des macro-chaînes de valeur, et qui ont lieu tous les 3 mois. IOBEA, ça sert à identifier le panel global de l'ensemble des fonctionnalités, tracer les interdépendances, identifier les risques et identifier également les top priorités business. Une fois qu'on a mis en place ce socle d'outils, donc avec IOBEA pour la partie planification globale et macro, avec Jira pour le delivery agile comme un standard du marché, hein, on a commencé à travailler et à mettre en place un outillage autour du Lean Portfolio Management. Donc le Lean Portfolio Management, c'est ce qui sert dans la couche haute de l'agilité à l'échelle à définir justement les top priorités de la boîte en termes de delivery. Et donc là, aujourd'hui, il y a un plugin qui est rajouté au-dessus de Jira pour justement adresser la priorisation autour de cette approche Lean Portfolio Management, qui signifie tout simplement gestion de portefeuille en mode agile. Pour vous donner quelques éléments de dimensionnement, on parle d'à peu près 500 projets dans Jira. Et au moment du démarrage de l'agilité autour de Jira, à peu près 300 workflows différents dans toutes les équipes. Donc il y avait également un travail centralisé d'harmonisation des workflows pour faire en sorte que les équipes ne perdent pas de temps à réinventer la roue et à mettre en place un certain nombre, trop de choses complexes qui apportent pas de valeur. Deuxième axe, troisième axe, ça va être l'axe autour de l'organisation. Donc, l'organisation, c'est un facteur qui va être limitant par rapport à une approche agile, transversale, orientée chaîne de valeur. On a un certain nombre de silos fonctionnels, comme dans beaucoup de grandes entreprises. Et avec ces silos, on constate des manques de communication, assez peu de collaboration, ce qui amène pas beaucoup de confiance mutuelle, notamment entre les différentes entités métiers, mais également entre métiers et IT, assez peu de transparence. Et donc, l'idée, ça a été justement de travailler sur tous ces points-là. Plus de communication, plus de collaboration, plus de transparence. Tout ça dans l'optique de développer la confiance et de faire monter progressivement la maturité de l'organisation. Donc, c'est pour ça qu'ici, j'utilise le terme de continuous organization. L'idée n'a pas été de mener un projet ou un programme de transformation de l'organisation, mais plutôt de mettre en œuvre des éléments d'amélioration, petit pas par petit pas, par palier en tout cas, autour de cette organisation. Et ça veut dire qu'on a amené la transformation de l'organisation en mettant en œuvre une approche très agile. Cette approche agile, justement, c'est l'idée d'avoir euh, quand dans Scrum, on parle de sprint de sprint de livraison, sur de la transformation d'organisation, on va parler d'une saison de transformation qui peut durer par exemple 6 semaines ou 8 semaines. Et on va planifier le contenu de cette saison de transformation. Quels sont les petits pas qu'on veut observer à la fin dans une instance de démarrage qu'on pourrait appeler sprint planning si on était dans Scrum. Et puis à la fin, on va réaliser une démonstration de ce qui a changé dans l'organisation. Bref, vous l'avez compris, on met en place les outils de l'agilité pour mener également la transformation. Ce qui était intéressant pour nous, et cette idée nous a été confortée par la pratique et par les résultats, c'est qu'on souhaitait mettre en place avec cette approche par palier qui allait nous permettre d'arriver petit à petit à potentiellement une organisation cible qui met en place plus une approche produit. Par exemple, nous avons démarré par mettre en œuvre des équipes orientées composants, qu'on appelle component team, plutôt que d'aller tout de suite vers des product teams ou feature teams. Parce qu'il fallait ce premier palier de maturité, reposer un petit peu les bases du delivery, mettre en place des éléments méthodologiques. Et dans un deuxième temps, eh bien, on a pu entrer dans une phase de mise en œuvre d'équipes pluridisciplinaires et orientées verticalement autour des fonctionnalités.
L'approche agile de la transformation, c'est aussi s'intéresser aux gens qui sont directement impactés par cette transformation. Donc, ça veut dire aller faire des interviews individuelles, récupérer du feedback, des gens qui sont à l'intérieur des équipes, à l'intérieur des départements, qui sont clients internes de ces départements-là, notamment les métiers pour les équipes IT qu'on transformait, mettre en place des groupes de travail avec une représentativité des différents rôles pour trouver l'organisation en cible. Bref, tout ça se fait en co-construction et plutôt sur du temps long. Hein. La transformation d'organisation, c'est quelque chose qui demande du temps long et de la résilience dans l'approche et pour obtenir des bons résultats. Et puis le troisième axe de travail sur l'organisation, c'est l'acculturation des membres du COMEX et des métiers. Ce que j'ai mis en place là-bas au niveau de l'acculturation COMEX, eh bien, ça a été de définir avec eux une gouvernance du programme de transformation qu'on a appelé Agility at Scale. Dans cette gouvernance-là, il y avait un comité mensuel avec des N-1 de COMEX pour travailler un peu sur l'opérationnel. Il y a un STIRCO trimestriel, donc avec les membres de COMEX pour poser la vision, définir la stratégie macro au niveau de l'avancement de cette transformation. Et ça fonctionne très bien. Mais ce qui a encore mieux fonctionné, c'est la mise en place de déjeuners informels tous les mois avec les membres de COMEX qui le souhaitaient pour discuter à bâton rompu, donc sans ordre du jour préparé, sur les sujets d'agilité, sur l'évolution de l'organisation, de la boîte et sur cette nouvelle approche produit. Et au final, les meilleures idées finalement sont ressorties de ces moments un peu plus informels. Et ce qui est intéressant, c'est que donc on a des membres de COMEX, donc des patrons d'entités métiers, et donc tout ça vient rejaillir derrière sur le niveau d'implication des équipes métiers. Quand on a convaincu le top management, c'est plus facile ensuite d'aller travailler à acculturer les interlocuteurs métiers qui vont jouer des rôles dans une approche agile comme business owner, epic owner, etc., qui sont des rôles plus orientés sur le delivery. Donc voilà ce que nous avons fait pour la partie organisation. Et puis last but not least, hein, le plus important, si on reprend le manifeste agile, hein, la première valeur du manifeste agile, elle tourne autour de l'humain. Et donc l'impact au niveau humain sur les méthodes, les process et les organisations, eh bien, c'est la création de nouveaux rôles. Là, il était important de bien faire comprendre que ces rôles dans le nouveau mode de fonctionnement, eh bien, ils étaient orientés différemment et que ce sont des rôles, une personne peut jouer plusieurs rôles et en même temps, le mode de fonctionnement précédent où, par exemple, un manager d'équipe avait dans son périmètre d'activité à la fois le développement RH des collaborateurs, mais aussi la planification et le suivi des activités, eh bien, quand on bascule dans une équipe Feature Team, la planification, la priorisation des activités, ça bascule côté PO, qui n'est pas forcément le manager au sens hiérarchique du terme des équipes de delivery, développeurs, UX, UI, QA, etc. Donc, il a bien fallu travailler à une dissociation justement de ces interactions-là avec les différents membres de l'équipe. Et on a également travaillé à clarifier le rôle de Scrum Master dans l'organisation, qui joue notamment un rôle très transverse d'acculturation globale des différentes entités dans lesquelles les Scrum Masters sont affectés. Pour travailler sur l'humain, on parle aussi évidemment de la montée en compétences. Donc en termes de montée en compétences, on a travaillé avec la RH en partenariat très fort autour d'ailleurs pour information, c'est la RH qui est venue nous solliciter, nous, Rhapsody Conseil, en premier, hein, pour les aider justement dans le parcours de montée en compétences des équipes. Et donc là-dessus, on est parti sur deux axes en parallèle. Un premier parcours dit standard avec des formations un peu sur étagère, Product Owner, Scrum Master, pour aller vite et pour former un maximum de monde à ces nouveaux concepts et aligner toutes les compétences au moins sur les basiques.
Et puis derrière, un parcours beaucoup plus costaud qui vise à aller plus loin en termes de maîtrise des différents concepts et de la méthode. Ce qui est intéressant, c'est que ce parcours, on l'a nommé autour du project management avec deux variantes finalement, un tronc commun de 2 jours pour bien comprendre quels sont les éléments clés qui sont valides finalement dans les deux approches, que ce soit l'approche projet ou l'approche agile, l'approche produit. Euh, Dans les deux cas, on va parler de la planification. Dans les deux cas, on va parler des risques. Dans les deux cas, on va parler de la priorisation, etc. Et donc, l'idée, c'est de mettre en place un tronc commun pour que l'ensemble des interlocuteurs puissent comprendre les équipes qui travaillent dans une autre approche ou dans une autre méthode. Dit autrement, les PO doivent comprendre quel est le rôle d'un chef de projet et comment il fonctionne. Et les chefs de projet doivent comprendre comment les PO fonctionnent de leur côté. Et puis ensuite, à l'issue de ce tronc commun, les gens pouvaient se spécialiser sur une filière plutôt projet cycle en V et une autre filière plutôt agile et orientée produit. Enfin, on a travaillé sur la culture. Donc, l'objectif, c'était de montrer la valeur de cette organisation orientée produit, mais aussi la valeur de l'approche projet, de globalement mettre en place finalement des éléments de synchronisation entre toutes ces approches différentes pour faire en sorte que tout le monde soit aligné et qu'on ne se retrouve pas avec deux entreprises ou une entreprise à deux vitesses avec d'un côté les gens qui font du projet, de l'autre côté les gens qui font du produit, parce que ça, on anticipait bien que ça n'allait pas fonctionner. Et donc, si on réalise un bilan à aujourd'hui, début 2024, par rapport à cette transformation qui a démarré donc il y a un peu plus de 2 ans, ce qu'on constate et qui fonctionne très bien, c'est que les gens se sont désormais appropriés tous les rôles. C'est qu'on a réussi à gommer la mauvaise presse de l'agilité qui est issue de l'expérience précédente, puisque peut-être vous avez déjà croisé ça dans vos expériences passées. Moi, c'est arrivé aussi assez fréquemment. On arrive, il y a déjà une expérience qui a été tentée précédemment et on dit que l'agilité, ça ne peut pas marcher chez nous. Bon, là, on a montré qu'en fait, si, ça peut marcher ici, mais il fallait juste peut-être le prendre à un autre moment et d'une manière différente. La plupart des CXO sont embarqués, donc les CXO, c'est les directeurs, qu'ils soient métiers ou IT. Il y a eu plusieurs équipes produits, équipes agiles qui ont été créées, donc d'abord des équipes component team, ensuite des équipes product team, et ça commence à montrer de la valeur, et du coup, il y a une notion d'exemplarité derrière. Et puis, on observe effectivement une meilleure collaboration entre les équipes projet et les équipes produits. Et ça, j'y reviens tout à l'heure quand je me rapprocherai de la conclusion. Ce qui reste à faire, parce que tout n'est pas terminé, hein, c'est un long chemin, comme je vous l'ai dit. On a besoin de clarifier encore quels sont les critères de choix entre projet ou produit. Je vais y revenir un petit peu tout à l'heure aussi. On doit améliorer la gestion des priorités, même si elle s'est nettement améliorée, et la mise en place du Lean Portfolio Management qui est vraiment en cours en ce moment, ça va nettement aider à avoir des priorités qui soient plus stables dans le temps et plus alignées avec l'approche OKR qui a été mise en place au niveau de l'entreprise pour décliner opérationnellement la stratégie. Il faut toujours travailler sur les goulets d'étranglement parce que l'approche méthodologique ne résout pas les problèmes de ressources. Si j'ai une équipe qui reçoit tout un tas de demandes et qui n'est pas capable de les délivrer, eh bien, c'est pas l'approche qui va changer. Il y a une question de moyens, il y a une question de méthodologie, il y a une question aussi de savoir dire non, trier, refuser un certain nombre de demandes pour gérer ce goulet d'étranglement. Et puis, bien sûr, il faut continuer tout en surveillant les anciens réflexes qui pourraient venir et qui pourraient aller à l'encontre de cette approche-là. Alors, je voulais, voilà, j'en ai terminé pour mon exemple réel que je suis en train d'accompagner. Et finalement, ce que cet exemple met en lumière, c'est qu'il n'y a pas vraiment enfin, il y a une transition qui peut s'opérer de l'approche projet vers l'approche produit, mais dans la plupart des cas, on va fonctionner en hybride et on va continuer à fonctionner en hybride même une fois cette transition réalisée, puisqu'il va toujours y avoir des endroits où eh bien, c'est l'approche projet qui est la plus adaptée et d'autres endroits où ça va être l'approche produit qui va être le plus adapté.
Parfois, on a tendance à mettre en opposition projet-produit. Moi, le message que j'ai envie de délivrer, c'est qu'en fait, c'est tout à fait complémentaire et puis qu'on traite, comme je le disais tout à l'heure, globalement les mêmes thématiques, les risques, la valeur, la conduite du changement, etc. Donc, si on les adresse d'une manière plus complémentaire, eh bien, on a plus de chances de faire en sorte que globalement, l'entreprise soit plus performante. Et alors, l'expérience que j'ai acquise me montre qu'il y a plusieurs clés pour réussir à fonctionner dans cette approche hybride. Donc, il y a une notion de compréhension mutuelle. Il faut faire en sorte que les gens sachent de quoi on parle des deux côtés du monde, hein, du monde agile et du monde projet. Aligner le vocabulaire, parler des intentions, aligner les priorités, etc. Ça, c'est quelque chose de très important. Deuxième axe ou clé pour la réussite, c'est d'avoir une communication et une transparence de la communication qui soit bien meilleure. Donc, il faut communiquer plus, il faut communiquer mieux. Il ne faut pas hésiter à investir sur ça. Alignement sur les roadmaps. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure. Là, j'ai quelques photos de workshop, enfin pas de workshop, de sessions d'alignement de roadmap. L'idée, c'est de considérer que, contrairement à ce qu'on pourrait parfois, ce qu'on peut parfois entendre, hein, en agile, on fait des roadmaps et on s'y tient. Et c'est intéressant de le noter. Et puis enfin, bah, il faut lister quels sont les critères de choix pour aller vers une approche ou vers l'autre. Si on reprend ce sujet des critères de choix, trois bonnes questions à se poser. Quel est mon contexte? D'où je pars en fait? Est-ce que mon environnement est stable ou pas stable? Est-ce qu'il va y avoir du turnover dans mon équipe, etc. Vous avez ici une liste de questions que vous pouvez vous poser. Donc, un, observer le contexte. Deux, traiter du niveau de complexité. Est-ce qu'on maîtrise la techno? Est-ce que les fonctionnalités, elles sont simples ou elles sont complexes? Est-ce qu'on me besoin, il est clairement défini au début? Est-ce qu'on sait qu'il va évoluer? Est-ce que mon client, il est atteignable? Est-ce que je peux discuter avec lui? Voilà, ça donne des éléments de complexité. Et puis, troisième critère que moi j'aime bien ajouter, c'est quelle est l'expérience qu'on a acquise sur des initiatives similaires? Puisque finalement, ça peut réduire la complexité dès lors qu'on a déjà travaillé sur ce type de besoin. Donc, pour définir des bons critères de choix entre approche projet et approche produit, eh bien, on va lister contexte, complexité et expérience. Si je prends un exemple très concret, je suis dans une DSI et je suis en train de mettre en place un référentiel de données. Bon, un référentiel de données, mes besoins sont plutôt clairs. C'est assez peu évolutif. Il y a toujours des évolutions, mais c'est assez peu évolutif. Le sujet dans mon entreprise, il est clairement, enfin techniquement, il est maîtrisé et il est relativement simple. Donc, l'approche projet va très bien s'adapter au delivery de ce type de besoin. À l'inverse, si je dois développer un site de vente e-commerce avec des besoins qui sont très évolutifs, parce que je suis encore en train de chercher mon product market fit et je n'ai pas encore bien identifié où sont mes clients et de quoi ils ont vraiment besoin. Si en plus je fais ça sur une nouvelle techno que je ne maîtrise pas, alors là, c'est l'approche produit qui est la plus adaptée et c'est obligatoire. Je vous ai parlé des roadmaps tout à l'heure et j'en arrive à la fin de ma présentation et on va pouvoir adresser les questions juste après. Je voulais quand même faire un focus sur cette notion de roadmap parce que j'entends trop souvent effectivement cette notion de en agile, on ne fait pas de roadmap, il n'y a pas de planification. C'est pas vrai du tout. Moi, ça fait presque 15 ans que je fais de l'agilité et j'ai toujours fait de la planification et j'ai toujours fait des roadmaps. Ce qui est important, c'est de traiter les roadmaps de la bonne manière et peut-être d'une manière différente. Mais quand on est en approche hybride, eh bien, l'idée, c'est de travailler avant tout sur la synchronisation. Donc, imaginons, là, je vous ai fait un petit schéma à gauche qui représente une organisation avec quatre équipes. J'ai deux équipes en mode produit, avec des équipes dédiées sur un produit. Et puis, j'ai deux équipes en mode projet, début, fin. L'équipe est constituée, elle sera libérée à la fin. Eh bien, comment est-ce que je peux fonctionner? Ben, je vais mettre en place des événements qui vont me permettre de partager, de discuter, de partager sur les roadmaps, d'identifier les dépendances, d'identifier les risques. En agile, dans Safe, c'est ce qu'on appelle un PI planning ou un événement de synchronisation. Et bien, en fait, cet événement de synchronisation, que l'équipe délivre en mode agile ou en mode projet, peu importe. Si on fait ces événements, mettons tous les 3 mois, eh bien, on est capable d'avoir une visibilité sur les 3 prochains mois. Et c'est là où on arrive au deuxième élément qui est la coordination sur les grands jalons. Voilà, on veut
une macro planification qui nous permet d'avoir une visibilité sur les grands jalons qui vont arriver dans les mois qui viennent ou dans les trimestres qui viennent. Et puis ensuite, toujours dans ces événements de synchronisation, on va demander à chaque équipe de s'engager. Qu'elles soient en approche projet ou qu'elles soient en approche produit, elle doit être capable de s'engager avec un niveau de confiance qui va être variable en fonction du degré d'engagement. Typiquement, une équipe agile va savoir s'engager très fortement sur ce qui va se passer dans les 2 prochains sprints, et puis sur les sprints d'après, elle va pouvoir s'engager avec un niveau de confiance un peu moins élevé. C'est ce que je représente avec les petites étoiles en bas des roadmaps. Et puis à la fin du trimestre, là, on a un niveau de confiance qui est beaucoup plus faible. Moi, je vous encourage, quand vous mettez en place des roadmaps, à justement systématiquement mettre des étoiles qui représentent le niveau de confiance sur l'atteinte de l'objectif. Que vous soyez en approche projet ou en approche agile, dans tous les cas, il y a des impondérables qui peuvent arriver et on n'est pas toujours en maîtrise totale de l'ETA, donc du créneau d'arrivée. Pour conclure, donc approche hybride parce que projet et produit, c'est très, ça fonctionne très bien ensemble et en parallèle. La bonne manière de le faire, c'est de synchroniser l'ensemble des équipes. J'en arrive à ma conclusion. Ma conclusion, c'est de dire que il n'existe pas, pardon, de recette magique pour arriver à justement traiter votre transition de l'approche projet vers l'approche produit et ou votre approche hybride. Il y a des frameworks qui existent, il y en a plein. Ils existent aussi parce qu'ils se vendent. Et donc, on peut pas considérer qu'en prenant un framework tout fait, ça va résoudre tous nos problèmes. Le contexte de notre entreprise est très différent. La manière dont on perçoit les choses est très différente à l'intérieur de chaque entreprise. Donc, à la manière d'un cocktail, voilà, vous avez beau avoir tous les bons ingrédients pour faire un mojito, bah, demandez-vous de quel type de mojito vous avez besoin. Est-ce que vous voulez le mojito artisanal à gauche qui va prendre beaucoup plus de temps à faire, mais qui est extrêmement qualitatif? Est-ce qu'au contraire, vous avez, combien on a de participants ici? 79 participants à cette conférence, et donc je dois délivrer très vite un grand nombre de moritos, donc je vais peut-être travailler différemment. Par rapport à mon contexte, c'est à vous de créer votre propre recette pour mener cette transition de l'approche projet vers l'approche produit. Et c'est ça qui est plus intéressant parce que ça va vous permettre de vous creuser la tête et de trouver le mode de fonctionnement qui correspond à votre contexte. Voilà, j'ai terminé sur ma présentation. Si vous voulez aller plus loin, je vous encourage à flasher ce QR code et télécharger le livre blanc que j'ai écrit en fin d'année dernière sur ce sujet-là. Et puis, on peut peut-être commencer à prendre les questions si tu veux, Laurent. Ouais, merci Séverin. Donc, présentation très intéressante et retour d'expérience, effectivement, très, très intéressant. La première question que je vois, c'est sur quelle échelle de temps s'est effectuée cette transformation? Est-elle toujours en cours? Oui, donc elle est toujours en cours. Elle a démarré donc à peu près fin 2021. Donc ça fait 2 ans et demi. Aujourd'hui, je considère qu'on a, par exemple, on a identifié 5 macro-chaînes de valeur. Pas au tout début des 2 ans et demi, mais au bout d'un certain moment de travail. Et donc aujourd'hui, il y en a 2 qui tournent, et les 3 prochaines sont prévues d'être lancées d'ici la fin de l'année. Ok, merci. Euh, Après, il y a une question, le support sera-t-il disponible suite à la présentation? Oui, bien sûr. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe, mais je n'ai aucun problème pour le mettre à disposition. Oui. Après, il y a sur le slide 8, quelle technologie complémentaire à Jira pour le portfolio management? Alors, il y a plusieurs plugins Jira qui ont été euh, testés en fait sur cette approche-là. Donc, il y a une équipe dédiée dans cette entreprise qui s'occupe de l'outillage. Et, euh, et là, j'ai un trou de mémoire donc, on avait étudié Jira Hive qui n'a pas été retenu. Et donc, c'est le plugin Big Picture, voilà, qui a été retenu pour traiter le Lean Portfolio Management côté Jira. Ok, pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions. Bah, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je vais afficher
Donc là, vous QR avez code. mes coordonnées si vous voulez, et je vais afficher le QR code. Ouais. Donc là, 16h21. On a encore quelques minutes si d'autres personnes ont une question. Ah, voilà. Et du coup, la notion de MVP. Et du coup, la notion de MVP, question un peu large. Donc, moi, je travaille avec cette entreprise justement à mettre en place cette culture de l'expérimentation. Alors, plutôt que MVP, MVP, c'est un terme qui est un peu galvaudé aujourd'hui, hein. C'est par rapport à la définition originelle de ce qui était décrit dans le bouquin The Lean Startup d'Eric Ries. Aujourd'hui, un MVP, c'est plutôt considéré dans une entreprise comme la première version commercialisable d'un produit. Alors qu'à l'origine, c'est quelque chose qui est plutôt censé valider une hypothèse avec le plus petit investissement possible. Donc, je suis assez vigilant sur l'utilisation de ce terme MVP. Néanmoins, le travail qui est fait aujourd'hui dans la roadmap de delivery chez ce client-là, c'est justement de découper le delivery pour avoir des versions incomplètes mais complètement fonctionnelles des produits qui sont délivrés au fur et à mesure. Donc on est bien dans une approche agile de la livraison de valeur où on va, plutôt que d'attendre que toutes les fonctionnalités du produit soient du produit au sens produit final pour le client qui l'achète, plutôt que d'attendre que toutes les fonctionnalités soient disponibles, eh bien, on va identifier un premier lot de fonctionnalités qu'on va intégrer progressivement dans la roadmap agile, délivrer cette version-là pour le client, récupérer des feedbacks, parce que c'est aussi ça qui est le plus intéressant dans l'approche agile et produit. Est-ce que ce produit fonctionne? De quoi les clients auraient besoin en premier pour aller plus loin, etc. Et on va intégrer ça dans la suite de la roadmap de delivery. Je ne sais pas si ça répond bien à la question, Richard. Quelles ont été les plus grandes difficultés pour lancer et maintenir la transformation? Alors, lancer la transformation, au début, un des facteurs clés de succès d'une transformation de cette ampleur, c'est d'avoir un bon niveau de sponsorship. Et donc, eh bien, il y a eu différents mouvements. Bon, c'est une société qui, comme beaucoup d'autres sociétés, connaît un certain nombre de mouvements au niveau des membres de COMEX. Et donc, bah, certains sponsors, à un moment donné, s'en vont. Il y a des nouveaux arrivants qui ne sont pas forcément convaincus de réaliser les choses de la même manière. Donc, le maintien de la transformation, il est plutôt lié justement au mouvement de stratégie, au mouvement d'organisation à l'intérieur de l'entreprise. Par exemple, le département qui hébergeait le programme de transformation que je représente a disparu. Et donc, j'ai été réaffecté dans une autre entité plutôt proche de l'IT. Euh, et, euh, et mon expérience montre aussi que un programme de transformation agile à l'échelle d'une entreprise, quand il est porté par l'IT, c'est pas forcément la bonne manière de le faire. Dit autrement, on a besoin d'avoir avec nous l'ensemble des directions métiers pour qu'elles comprennent la valeur de l'agilité et qu'elles ne voient pas l'agilité comme un truc de tech. C'est un peu ce que disait Fabrice, je crois, dans sa keynote tout à l'heure. Et l'agilité aujourd'hui a dépassé simplement l'IT. On parle d'agilité organisationnelle ou à l'échelle de l'ensemble de l'entreprise. Et Et donc après, pour maintenir la transformation, parce qu'elle fait, pour compléter la réponse, ça fait 2 ans et demi. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc effectivement, mon approche à moi, c'est de systématiquement ajouter, dès que je peux, bah, finalement, une nouvelle technique par-ci, par-là, des nouveaux éléments. Il y a 9 mois, je pense, 6 à 9 mois, ben, on a mis en place les OKR à l'échelle de l'entreprise. Voilà, c'est quelque chose de nouveau. Ça redonne un petit peu de dynamique. Là, aujourd'hui, notre travail, il est vraiment sur le Lean Portfolio Management. C'est un gros investissement en travail, en temps, en acculturation, en outillage. Mais on est persuadé que ça va vraiment résoudre les problèmes qu'on a observés sur le terrain. Donc, on n'a pas dit on va prendre le Lean Portfolio Management parce que c'est dans Safe et qu'on a envie de le mettre en place comme ça. On a regardé les problèmes de ce client et en face de ces problèmes, on a trouvé que une bonne solution serait probablement de mettre en place un Lean Portfolio Management.
Mhm. Question un peu naïve. Lean Portfolio Management, c'est très lié projet ou pas plus que ça? En fait, c'est du portfolio management et il y a ligne devant pour dire que c'est dans un environnement agile. Voilà. Donc, c'est la gestion de portefeuille qu'on peut connaître donc dans l'approche projet traditionnelle, adaptée au monde agile, au monde produit, avec donc plutôt une priorisation très orientée valeur et donc chaîne de valeur. Donc, tout le travail autour des chaînes de valeur, ça fait sens de le piloter derrière avec ce Lean Portfolio Management pour pouvoir décliner la stratégie de l'entreprise dans des deliveries opérationnels qui viennent contribuer à ces différentes chaînes de valeur. Il y a une boucle de feedback par rapport à la valeur que ça apporte vraiment versus celle qui était annoncée. Euh, Ça, c'est une difficulté, effectivement, parce que c'est pas toujours facile de bien mesurer l'atteinte des hypothèses. Donc, nous, aujourd'hui, par exemple, dans les équipes refusent de lancer un développement si le développement n'est pas caractérisé avec une hypothèse de gain. Donc, déjà, ça, c'est un premier élément de maturité intéressant. Ça veut dire qu'on prend l'hypothèse que ce truc-là va apporter quelque chose en termes de valeur. La deuxième étape sur laquelle on doit encore travailler, parce que c'est une transformation qui suit son cours, c'est comment est-ce qu'on va réellement mesurer ce gain-là. Est-ce qu'on peut le mesurer à l'échelle de chaque feature ou est-ce qu'on le mesure plus globalement? Moi, par exemple, j'ai mis en place des tableaux de bord de mesure trimestrielles à l'échelle de chacune des macro-chaînes de valeur avec des KPI qui sont à la fois sur le delivery, en gros, est-ce qu'on est performant dans la manière dont on délivre les fonctionnalités qu'on doit délivrer, mais aussi des orientations business en face de chaque chaîne de valeur. Mais il y en a une qui traite par exemple du lancement des nouveaux produits. Eh bien, est-ce que ces nouveaux produits qui sont lancés sont performants? Et comment est-ce que ça impacte le chiffre d'affaires de l'entreprise, l'onboarding, la création de nouveaux comptes, de nouveaux clients, l'acquisition, etc. Mhm. Donc, Ok. je ne dis pas qu'on est parfait, mais en tout cas, on y pense et on essaye de le faire de mieux en mieux. Voilà. Et tout à l'heure, tu parlais des OKR. Qu'est-ce qui te pousse à pousser les OKR? Alors moi, je suis fondamentalement convaincu par l'approche des OKR. J'ai vu qu'il y avait une conférence juste avant là, sur le sujet. Je n'ai pas pu tout suivre, mais elle semblait assez intéressante. Je suis convaincu que c'est une approche très, très intéressante pour rendre très concret au niveau de chacune des équipes, donc sur le terrain, vraiment au niveau des équipes de delivery, la déclinaison opérationnelle de la stratégie de la boîte. Et ça permet aussi de limiter les questions qu'on se pose en termes de priorisation, parce que moi, ma recommandation quand je mets en place des OKR dans une entreprise, c'est de dire, ben, maintenant qu'on a les OKR, la stratégie de l'entreprise, elle est définie dans les OKR d'entreprise. Et donc, s'il y a quelque chose qui rentre dans votre backlog de delivery ou dans votre liste de fonctionnalités à développer, et que cette fonctionnalité-là, vous ne sentez pas un impact par rapport à un des OKR de l'entreprise, alors ça ne peut pas être priorisé, ça ne peut pas être dans votre roadmap, puisque ça ne contribue pas à la stratégie de votre entreprise. Donc pour moi, ça clarifie ces éléments-là et ça rend aussi la planification et la priorisation. En agile, on essaye de l'alimenter beaucoup plus par de la data. Donc je parlais tout à l'heure d'hypothèse de gain, mais le rattachement aux OKR, c'est aussi un petit peu de data. Parce que finalement, tout ce qui n'est pas rattaché aux OKR, qui par ailleurs, si les OKR ne sont pas là, pouvait passer parce que, j'en sais rien, un directeur parle un peu plus fort qu'un autre, ou a plus de poids, ou a un accès direct avec telle équipe et fait passer son sujet en premier. Mais en fait, si le sujet il n'est pas cohérent avec la stratégie d'entreprise, il passe plus. Et donc, ça donne une meilleure efficacité du delivery également. Super, merci en tout cas. Merci. Je pense qu'on va pouvoir clôturer la conférence puisque je vois pas d'autres questions à moins que j'en ai. Ah, remarque, il y a un ascenseur, zut. Est-ce que la transformation a une Est-ce fin? que la transformation aura une fin? Tiens, quel marqueur permettra de valider? Pour moi, je vais répondre à celle-ci. Pour moi, non, elle n'aura jamais de fin. Moi, mon précédent livre blanc s'appelait Continuous Organization. Pour moi, les transformations d'organisation, c'est quelque chose qui est continu dans le temps maintenant. L'organisation est un produit, elle a un cycle de vie. Je ne vois pas cette transformation se terminer. Je pense qu'on va toujours aller chercher des petits pas de maturité. Et ce qui est intéressant vraiment, c'est que l'approche dans cette entreprise, c'est une approche progressive, progressive, pardon, par palier, par petits pas. Et je pense que c'est un bon moyen de mener ce type de transformation parce que ben, j'ai aussi vécu dans le passé un certain nombre de transformations un petit peu Big Bang et ça ne fonctionne pas toujours. En tout cas, il y a beaucoup de casses. Aujourd'hui, dans le mode de fonctionnement qu'on a depuis 2 ans et demi,
au niveau humain, il y a très peu de casse en fait. Il y a beaucoup de gens qu'on arrive à accompagner, à aller dans la bonne direction. Et par rapport à d'autres entreprises que j'ai pu connaître, avec beaucoup de démissions, beaucoup de départs, on n'est pas du tout dans ce schéma-là, dans cette entreprise-là. Super. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, merci en tout cas pour cette conférence très intéressante et ce retour d'expérience. Pour les participants, en fait, n'oubliez pas de scanner le QR code pour donner à la fois un feedback aux conférenciers et également récupérer le code PLU pour les certifiés PMI. Donc, toutes les questions vont être transmises à Séverin qui pourra répondre, si besoin, à l'une des questions qui n'a pas été traitée. Il reste désormais maintenant à profiter de la séance, de la prochaine séance ou de rencontrer les partenaires. Merci à tout le monde et à bientôt. Merci à tous, au revoir, à très bientôt.